dans la chambre bleue de Hill House, qui semblait presque égayée par le clair soleil du matin. Eleanor songea en se regardant dans le miroir. « C'est mon 2e jour ici, et je suis incroyablement heureuse. Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. J'ai menti. Je me suis ridiculisée. Et un parfum d'ivresse flotte dans l'air. J'ai bien failli mourir de frayeur. Mais cette joie, d'une certaine manière, je la mérite. Je l'attends depuis si longtemps. » Oubliant qu'elle avait cru toute sa vie que le bonheur s'évanouissait dès qu'on le nommait, elle se sourit à elle-même. « Tu es heureuse, Eleanor. Tu as finalement reçu une part du bonheur auquel tu avais droit. » Elle se détourna un instant en se répétant tout bas. « Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. »« Luc !» cria Théodora dans le couloir. « Vous avez emporté un de mes bas hier soir. Vous êtes un voleur in fripouille. Et j'espère que Mrs. Dudley m'entend. » La voix lointaine de Luc répondit qu'un gentleman était tout à fait autorisé à conserver les faveurs qui lui avaient été octroyées par une dame, et qu'il était absolument certain que Mrs. Dudley ne perdait pas un mot de cette conversation. « Eleanor ?» Théodora frappait maintenant à la porte de la salle de bain. « Vous êtes réveillée ? Je peux entrer ? » ?»« Mais oui, bien sûr. » Eleanor ne quitta pas des yeux son reflet dans le miroir. « Tu l'as mérité, songea-t-elle. Tu as passé ta vie entière à le gagner. » Théodora ouvrit la porte. « Oh, Nell, comme vous êtes jolie ce matin !» s'exclama-t-elle joyeusement. « Cette étrange vie vous va bien. » Eleanor lui sourit. Cette vie allait bien à Théodora aussi. Nous devrions arborer de grands cernes noirs sous les yeux et un air affreusement désespéré, déclara Théodora en rejoignant Eleanor devant le miroir et en l'enlaçant d'un bras. « Et regardez-nous, nous sommes fraîches comme 2 boutons de rose. »« J'ai 34 ans, » dit Eleanor, et elle se demanda par quelle obscure bravade elle se vieillissait ainsi de 2 ans. « Et vous en paraissez à peu près 14. Venez, nous avons bien mérité notre petit déjeuner. » Elles dévalèrent l'escalier en riant et trouvèrent le chemin de la salle à manger, derrière la salle de jeu. « Bonjour, » lança Luc. « Comment avez-vous dormi ?»« Merveilleusement bien, merci, » dit Eleanor. « Comme un bébé. »« Un peu bruyant peut-être, » dit Théodora. « Mais il faut s'y attendre dans ces vieilles maisons. »« Docteur, quel est le programme ce matin ?»« fit le docteur en levant la tête. Il était le seul à avoir l'air fatigué. Pourtant, ses yeux brillaient autant que ceux des autres. « Tout le monde s'amuse bien ici, » pensa Eleanor. « C'est excitant. »« Le manoir de Balechine, » dit le docteur, visiblement ravi. « Le presbytère de Borley, le château de Glamis. C'est incroyable de faire soi-même de telles expériences, absolument incroyable. Jamais je n'aurais imaginé vivre cela. Je commence tout doucement à comprendre le plaisir extrême que peut ressentir un médium. Passez-moi de la confiture, s'il vous plaît. Merci. Ma femme ne me croira jamais. Vous n'avez pas l'impression que les aliments prennent une nouvelle saveur ? Ce n'est donc pas simplement que Mrs. Dudley s'est surpassée, dit Luc. Je me posais la question. J'essaie de me rappeler, dit Eleanor. Hier soir, je savais que j'étais effrayée, mais je ne me souviens pas d'avoir eu vraiment peur. Théodora frissonna. Moi, j'éprouve encore le froid. C'est parce que tout était tellement irréel par rapport au schéma de pensée auquel je suis habituée. Je veux dire, cela n'avait vraiment aucun sens. Eleanor se tut, gênée, et se mit à rire. « Je suis d'accord, » déclara Luc. « Depuis ce matin, je ne cesse de me remémorer les événements de la nuit. C'est l'inverse d'un cauchemar, finalement, dont on doit se convaincre au réveil que ce n'était pas vrai. »« J'ai trouvé ça excitant, » dit Théodora. Le docteur leva un doigt circonspect. « Dans ce cas, on devrait construire davantage de maisons sur des sources secrètes, » répliqua Théodora. Le docteur plissa le front. « Cette excitation me préoccupe. C'est assez grisant, bien sûr, mais n'y a-t-il pas là un danger ? Ne serait-ce pas un effet de Hill House ? Le signe que nous sommes envoûtés, comme on dit ? Alors je serai une princesse enchantée, dit Théodora. Et pourtant, fit remarquer Luc, si ce qui est arrivé cette nuit est représentatif de Hill House, nous n'avons pas trop à nous inquiéter. C'était certainement assez effrayant et fort désagréable.
mais je ne me rappelle pas m'être sentie en danger physiquement. Et même quand Théodora a dit que ceux qui se tenaient derrière sa porte étaient venus pour la dévorer, cela ne m'a pas paru très... Je sais ce qu'elle voulait dire, interrompit Éléanore, et j'ai pensé que c'était exactement le mot juste. Cette chose voulait nous consumer, nous absorber en elle, nous intégrer à la maison peut-être. Oh zut, je croyais avoir les idées claires, mais je suis incapable d'expliquer. Il n'y a aucun danger physique, affirma le docteur. Aucun fantôme, dans les innombrables histoires que l'on connaît, n'a causé le moindre tort physique à qui que ce soit. Les seuls dommages sont ceux que la victime se cause à elle-même. On ne peut même pas prétendre que les fantômes s'en prennent à l'esprit, car l'esprit conscient, l'esprit qui pense, est invulnérable. Dans aucun de nos 4 esprits conscients, nous ne croyons aux fantômes. Même après la nuit que nous venons de passer, personne ici ne peut prononcer sérieusement le mot « fantôme ». Non, le véritable danger du surnaturel est qu'il s'attaque au point le plus faible de nos esprits modernes, là où nous avons abandonné les superstitions qui nous servent d'armure de protection sans les remplacer par un autre moyen de défense. Aucun d'entre nous ne pense rationnellement que ce qui courait dans le jardin hier soir était un fantôme, pas plus que ce qui frappait à votre porte. Cependant, quelque chose s'est indubitablement produit à Hill House cette nuit, et le refuge instinctif de l'esprit, à savoir la possibilité de douter de lui-même, est éliminé. Nous ne pouvons pas soutenir que c'était le fruit de notre imagination, puisque 3 autres personnes en ont été témoins. Mais je pourrais soutenir, par exemple, que vous êtes tous les 3 le fruit de mon imagination, intervient Éléanore en souriant, et que rien de tout ceci n'est réel. Si telle était votre conviction, répondit gravement le docteur, je vous renverrai ce matin même. Vous seriez dans un état d'esprit qui menacerait de vous pousser à une totale et dangereuse adhésion avec les bizarreries de Hill House. En d'autres mots, il vous jugerait timbré, ma petite Nell. Vous auriez raison, dit Éléanore. Si j'en venais à prendre le parti de Hill House contre vous 3, j'espère bien que vous me renverriez. Pourquoi moi? Se demanda-t-elle. Suis-je la conscience publique? Faut-il que j'exprime toujours en clair ce que les autres sont trop orgueilleux pour admettre? Suis-je censée être la plus faible que Théodora? De nous tous, je suis certainement celle qui risque le moins de lâcher les autres. Les poltergeists sont un phénomène d'un tout autre ordre, poursuivit le docteur, en laissant son regard s'attarder sur Éléanore. Ils ne touchent qu'au monde physique au contraire. Des pierres sont jetées, des objets déplacés, des assiettes brisées. Mrs. Foyster, au presbytère de Borley, les a longtemps supportés, jusqu'au jour où elle a fini par perdre la boule lorsque sa plus belle théière a été lancée par la fenêtre. Les poltergeists constituent l'échelon le plus bas de la hiérarchie surnaturelle. Ils sont destructeurs, mais dépourvus d'intelligence ou de volonté. Une force non dirigée, rien de plus. Vous souvenez-vous, ajouta-t-il avec un petit sourire, la charmante histoire d'Oscar Wilde, le fantôme de Canterville? L'histoire de ces jumeaux américains qui viennent à bout d'un vieux fantôme anglais, dit Théodora. C'est cela. Je me suis toujours plu à penser que certains jumeaux étaient en fait un phénomène de poltergeist. Il est certain que les poltergeists peuvent éclipser toutes sortes de manifestations plus intéressantes. Les mauvais fantômes chassent les bons. Il se frotta les mains amusé. Ils chassent le reste aussi. Il existe en Écosse un manoir infesté de poltergeists, où 17 incendies spontanés ont éclaté en un seul jour. Les poltergeists aiment à jeter les gens à bas de leur lit en renversant tout bonnement le lit. Et je me rappelle le cas d'un pasteur qui a été forcé de déménager parce qu'il était tourmenté jour après jour par un esprit qui lui lançait à la tête des missels volés dans une église rivale. Subitement, sans raison, Éléanore sentit un rire monter en elle. Elle avait envie de courir au bout de la table et de serrer le docteur dans ses bras. Elle avait envie de virevolter sur la pelouse en faisant des vocalises. Elle avait envie de chanter, de crier à tue-tête, d'écarter les bras et de danser en rond dans toutes les pièces de Hill House. « Je suis là, pensa-t-elle. Elle ferma un instant les yeux sur ce sentiment délicieux. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui » demanda-t-elle ensuite au docteur,
d'un air faussement réservé. « Vous n'êtes que des enfants, répondit-il en souriant. Vous me demandez toujours de trouver à vous occuper. Vous ne pouvez pas vous amuser avec vos jouets, ou bien jouer ensemble. Moi j'ai du travail. » Ce dont j'ai vraiment envie, dit Théodora, qui se sentait elle aussi d'humeur folâtre, c'est de descendre la rampe de l'escalier à califourchon. Une partie de cache-cache, proposa Luc. Ne vous séparez pas trop les uns des autres, dit le docteur. Je n'ai pourtant aucune bonne raison de vous mettre en garde, mais je crois que ce serait plus prudent. Parce qu'il y a des ours dans les bois, dit Théodora. Et des tigres au grenier, dit Éléanore. Une vieille sorcière dans la tour et un dragon dans le grand salon. Je suis très sérieux, dit le docteur en riant. Il est 10 heures, je débarrasse à... Bonjour, Mrs. Dudley, dit le docteur, tandis qu'Éléanore, Théodora et Luc, renversés en arrière, ne pouvaient se retenir de rire. Je débarrasse à 10 heures. Nous ne vous retarderons pas longtemps. Accordez-nous un quart d'heure, je vous prie. Je débarrasse le petit déjeuner à 10 heures. Je sers le déjeuner à 1 heure. Le dîner à 6 heures. Il est 10 heures. Mrs. Dudley, commença le docteur d'un ton sévère. Puis, voyant le visage de Luc déformé par un fou rire silencieux, il n'y tint plus et leva sa serviette pour se cacher les yeux. « Vous pouvez débarrasser, Mrs. Dudley, » dit-il en hoquetant. L'écho hilar de leur voix roula dans les couloirs de Hill House, jusqu'à la statue de marbre du grand salon, jusqu'à la nurserie, jusqu'à l'étrange sommet de la tour, tandis qu'ils se dirigeaient vers leur boudoir et se laissaient tomber dans les fauteuils, riant toujours. Nous ne devrions pas nous moquer de Mrs. Dudley. Penché en avant, les épaules secouées par le rire, le docteur enfouit son visage dans les mains. Ils rirent pendant longtemps, articulant de temps à autre des bribes de phrases mais incapables de parler, se montrant mutuellement du doigt dans le plus grand désordre. Et leur rire berça Hill House jusqu'au moment où, vidés et courbatus, ils s'abattirent en arrière contre les dossiers de leur siège et se dévisagèrent les uns les autres, épuisés. « Bien !» commença le docteur, aussitôt interrompu par un petit gloussement de Théodora. « Bien !» reprit-il plus sévèrement, et tous se turent. « J'ai envie d'un autre café, pas vous ?»« Quoi ? Vous voulez retourner voir Mrs. Dudley ?» dit Éléanore. « Alors qu'il n'est ni 1 heure ni 6 heures, juste pour réclamer du café ?» renchérit Théodora. « En gros, oui. Luc, mon garçon, j'ai remarqué que vous étiez déjà dans les bonnes grâces de Mrs. Dudley. Comment diable avez-vous pu observer une chose aussi invraisemblable ?» s'étonna Luc. « Mrs. Dudley me fusille du regard, comme si j'étais une assiette mal rangée sur l'étagère. À ses yeux... Après tout, vous êtes l'héritier de la maison, » coupa le docteur en essayant de le convaincre. « Mrs. Dudley doit ressentir à votre égard les sentiments que tout vieux domestique de famille éprouve vis-à-vis du jeune maître. À ses yeux, je vaux moins qu'une fourchette par terre. Non, je vous en supplie. Si vous voulez obtenir quoi que ce soit de cette créature, envoyez Théo, ou bien notre adorable Nell. Elles n'ont pas peur, elles. »« Sûrement pas, » dit Théodora. « Une faible femme ne réussira jamais à terrasser Mrs. Dudley. Nell et moi avons besoin d'une protection masculine ici. Ce n'est pas à nous de monter au créneau à votre place, espèce de poltron. » Le docteur... « Vous n'y pensez pas, » s'insurgea le docteur. « Vu mon âge avancé... D'ailleurs, vous savez pertinemment qu'elle vous adore. »« Vieil insolent, » s'écria Luc. « Vous me sacrifiez en échange d'une tasse de café ? Ne soyez pas surpris, car j'en ai le sombre présage. Ne soyez pas surpris si vous perdez votre Luc dans l'affaire. Mrs. Dudley n'a peut-être pas encore pris sa petite collation de la matinée, et elle est parfaitement capable d'opter pour un menu avec filet de Luc à la meunière, ou bien à la dipoise, selon son humeur. Si je ne reviens pas... » Et il agita un doigt menaçant sous le nez du docteur. « Je vous engage à la plus grande méfiance avant d'attaquer votre déjeuner. » Il plongea dans une extravagante courbette, digne de quelqu'un qui part affronter un géant, puis sortit et ferma la porte derrière lui. « Ce cher Luc, » dit Théodora en s'étirant voluptueusement. « Cette chère Hill House, » dit Éléanore. « Théo, il y a une sorte de petit pavillon d'été dans le jardin, envahi par la végétation. Je l'ai remarqué hier. Si nous allions l'explorer ce matin ? » « Avec plaisir.
Je m'en voudrais de ne pas avoir admiré chaque centimètre carré de Hill House. En plus, il fait trop beau pour rester à l'intérieur. Nous proposerons à Luc de nous accompagner. Et vous, docteur ? Mes notes, grommela le docteur. Il s'interrompit quand la porte s'ouvrit, si brusquement qu'Eleanor pensa d'abord que Luc n'avait pas osé affronter Mrs. Dudley, et s'était contenté d'attendre derrière le battant. Mais il était livide. « J'ai manqué à ma règle numéro 1, dit le docteur, furieux. Je l'ai laissé partir seul. » Eleanor s'entendit interroger avec angoisse. « Luc ? Luc ? » « Rien de grave, » répondit Luc, parvenant même à sourire. « Mais venez voir, dans le couloir. » Glacé par son visage, sa voix et son sourire, ils se levèrent sans un mot et sortirent à sa suite dans la pénombre du long corridor qui conduisait au vestibule. « Là, » dit Luc. Un frisson de panique descendit le long du dos d'Eleanor lorsqu'il craqua une allumette pour éclairer le mur. « Il y a une inscription ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oui, je l'ai remarqué seulement à mon retour. Mrs. Dudley a refusé, » ajouta-t-il, la gorge serrée. « Ma lampe torche, » dit le docteur en plongeant sa main dans sa poche. À la lumière du faisceau qu'il promenait lentement sur le mur, ils découvrirent les lettres. Le docteur s'avança pour en effleurer une du bout du doigt. De la craie. Le tracé était gros et maladroit. Comme ces déclarations que les voyous griffonnaient sur une palissade, pensa Eleanor. Mais ici, défigurant les lambris d'une demeure victorienne, les énormes lettres se chargeaient d'une incroyable brutalité. L'inscription s'étalait sur toute la longueur du couloir, de sorte que, même en reculant contre le mur opposé, il était presque impossible de la lire. « Vous y arrivez ?» souffla Luc. Balayant le mur de gauche à droite, le docteur articula lentement. « Au secours, Eleanor rentre à la maison. »« Non !» La voix d'Eleanor s'étrangla dans sa gorge. Elle avait déchiffré son nom en même temps que le docteur le prononçait. « C'est moi, » pensa-t-elle. « C'est mon nom qui est écrit là, en pleine lumière. Je ne devrais pas apparaître sur les murs de cette maison. Effacez-le, je vous en supplie. » Elle sentit que Théodora la prenait par les épaules. « C'est insensé, » reprit-elle, hébétée. « Insensé, en effet, » décréta impérieusement Théodora. « Venez vous asseoir, Nell. Luc ira chercher de quoi l'effacer. »« Mais c'est insensé, » répéta Eleanor, sans pouvoir détacher les yeux de son nom. « Pourquoi ?» Le docteur la poussa d'autorité dans le petit boudoir et referma la porte. Luc s'attaquait déjà au message avec son mouchoir. « Écoutez-moi bien, » dit le docteur à Eleanor. « Ce n'est pas parce que votre nom... » « Mais si, justement, mon nom. Cette chose connaît mon nom. » Théodora la secoua violemment. « Taisez-vous, voyons. Elle aurait pu écrire n'importe lequel de nos noms. Elle les connaît tous. »« C'est vous qui l'avez écrit ?» lui demanda Eleanor. « S'il vous plaît, dites-le-moi. Je ne serais pas fâchée, mais je voudrais savoir si c'était peut-être une plaisanterie pour me faire peur. » Elle implora le docteur du regard. « Vous savez bien que ce n'est personne d'entre nous, » dit-il. Luc entra en s'essuyant les mains sur son mouchoir. Eleanor se tourna vers lui, pleine d'espoir. « Luc, c'est vous qui l'avez écrit, n'est-ce pas? Quand vous êtes sorti ?» Il la dévisagea avec stupeur et alla s'asseoir près d'elle, sur la coudoir de son fauteuil. « Vous voudriez que j'écrive votre nom partout? Que je grave vos initiales sur les arbres? Que je recopie sans cesse « Eleanor, Eleanor » sur des bouts de papier ?» Il lui tira gentiment les cheveux. « J'ai plus de cervelle que cela, » dit-il. « Soyez raisonnable. »« Mais alors, pourquoi moi ?» Eleanor les regarda les uns après les autres. « Je suis en dehors, » pensa-t-elle folle d'angoisse. « C'est moi qui ai été choisie. Ai-je fait quelque chose pour attirer l'attention? Plus que vous autres ?»« Pas plus que d'habitude, ma chérie, » répliqua Théodora. Elle se tenait debout, appuyée au manteau de la cheminée sur lequel elle pianotait du bout des doigts. « Peut-être que vous l'avez écrit vous-même » ajouta-t-elle avec un grand sourire. Eleanor faillit hurler. « Vous vous imaginez que ça me fait plaisir de voir mon nom gribouillé partout dans cette sale maison? Vous croyez que moi,
J'aime être le centre du monde? Ce n'est pas moi qui suis un bébé, une enfant gâtée. Je n'ai pas envie qu'on me distingue et c'était un appel au secours. Vous l'avez remarqué? Dit Théodora à l'air désinvolte. Peut-être l'esprit de la petite domestique qui a enfin trouvé une façon de communiquer. Elle attendait juste que quelqu'un de suffisamment terne et craintif, à moins que le message ne soit adressé qu'à moi, parce qu'il serait inutile d'espérer qu'un appel à l'aide puisse percer un égoïsme d'acier comme le vôtre, et que je montre plus de compassion en l'espace d'une minute que « Ou bien vous l'avez écrit vous-même », répéta Théodora. À la manière des hommes qui assistent à une querelle de femmes, le docteur et Luc demeuraient à l'écart, muets et mal à l'aise. Enfin, à la surprise de tous, Luc s'interposa. « Ça suffit, Éléanore. » Stupéfaite, Éléanore fit volte-face. « Comment osez-vous? De quel droit ?» Le docteur se mit à rire. Elle le regarda, puis se tourna de nouveau vers Luc, qui l'observait en souriant. « Qu'est-ce qui me prend ?» se demanda-t-elle. « En réalité, il croit que Théodora m'a mise en colère, exprès, pour m'empêcher de paniquer. Il est si facile de me manipuler. » Elle s'assit, le visage dans ses mains. « Nell, ma chérie, dit Théodora, je suis vraiment désolée. »« Je dois dire quelque chose, » pensa Éléanore. « Je dois leur montrer que je suis une bonne joueuse, malgré tout. Oui, c'est ça, feindre d'avoir honte. »« Pardon, » murmura-t-elle. « J'ai tellement eu peur. »« C'est bien normal, » dit le docteur. Et Éléanore pensa que cet homme est simple, parfaitement transparent. Il se laisse avoir par n'importe quel imbécile. Même que Théodora m'a évité une crise d'hystérie. Elle lui sourit. « Me voilà réintégrée dans le groupe maintenant. »« J'ai vraiment cru que vous alliez hurler, » dit Théodora en s'agenouillant près de son fauteuil. « C'est ce que j'aurais fait à votre place. Mais nous ne supporterions pas de vous voir vous effondrer. »« Surtout, nous ne supporterions pas de voir quelqu'un d'autre que Théodora occuper le devant de la scène, » rectifia Éléanore. Pas question de laisser Éléanore se singulariser. Elle tendit la main et caressa les cheveux de Théodora. « Merci, je crois que j'ai un peu perdu les pédales. »« Je me suis demandé si vous alliez en venir aux mains toutes les deux, » dit Luc. « Et puis j'ai compris l'intention de Théodora. » Tout en souriant à Théodora qui levait vers elle des yeux brillants, remplis de soulagement, Éléanore pensa « Mais ce n'était pas du tout l'intention de Théodora. » Le temps s'écoulait paresseusement à Hill House, alors que Théodora, Éléanore, Luc et le docteur se tenaient sur le qui-vive, redoutant des terreurs à venir. Il leur fut octroyé une journée et une nuit entière de paix dans la pénombre tiède de la maison, au cœur des luxuriantes collines. Une paix nécessaire peut-être pour endormir leur vigilance. Ils prirent leur repas ensemble, réjouis par la cuisine toujours parfaite de Mrs. Dudley. Ils bavardèrent, jouèrent aux échecs. Le docteur acheva Pamela et commença Sir Charles Grandison. Pour satisfaire leurs besoins d'intimité, ils se retirèrent quelques heures dans leurs chambres respectives, sans être dérangés. Théodora, Éléanore et Luc explorèrent l'épais forêt de broussailles qui entourait le petit pavillon d'été derrière la maison. Pendant ce temps, le docteur s'était installé sur la pelouse pour écrire, bien visible et à portée de voix. Ils découvrirent aussi une roseraie close de murs, envahie par les mauvaises herbes, et un potager tendrement entretenu par les Dudley. À plus d'une reprise, ils parlèrent du pique-nique qu'ils organiseraient au bord du ruisseau. Il y avait des fraises sauvages près du pavillon. Ils en cueillirent plein leurs mouchoirs et les dégustèrent aux côtés du docteur, allongé sur la pelouse, en se tachant la bouche et les mains. « Comme des enfants », dit-il, amusé, en levant un bref instant les yeux de ses notes. Ils avaient chacun rédigé, à la va-vite et sans s'encombrer de détails, un récit de ce qu'ils pensaient avoir vu et entendu jusque-là à Hill House. Et le docteur avait rangé les feuillets dans son dossier. Le lendemain, leur 3e matin à Hill House, le docteur, émerveillé et fulminant à la fois, passa 1 heure à 4 pattes dans le couloir du premier étage, à essayer de déterminer avec Luc les dimensions exactes de la barrière de froid.
Éléanore et Théodora, assises par terre en tailleur, notaient les mesures tout en jouant au morpion. Le docteur était considérablement gêné dans son travail, par le fait que ses doigts glacés ne parvenaient pas à tenir sa craie ni son mètre ruban pendant plus d'1 minute. De l'autre côté de la porte, dans la nurserie, Luc lâchait aussi l'extrémité du mètre ruban lorsque sa main, en contact avec le froid intense, perdait toute force et toute vigueur. S'il posait un thermostat au cœur de la barrière, celui-ci refusait d'enregistrer le moindre changement et s'obstinait à indiquer la même température qu'ailleurs dans le couloir. Comment diable les statisticiens avaient-ils pu relever une chute de 11 degrés au presbytère de Borlée, maugréait le docteur. Lorsqu'il eut à peu près défini l'espace et consigné les résultats dans son carnet de notes, ils descendirent déjeuner. Le docteur défia ses compagnons de se mesurer à lui au croquet dans l'après-midi. « C'est tout de même un peu ridicule, dit-il, de passer toute la matinée à examiner un plancher glacial lorsqu'il fait un temps aussi radieux. Nous devrions organiser davantage d'activités à l'extérieur, ajouta-t-il, et il ne fut guère étonné de les voir rire. Y a-t-il encore un extérieur ? Demanda ingénument Éléanore. Elle regarda la Charlotte aux pêches de Mrs. Dudley dans son assiette. Je sais bien que Mrs. Dudley s'en va quelque part tous les soirs, qu'elle revient le matin avec de la crème fraîche, et que Mrs. Dudley apporte le ravitaillement l'après-midi. Mais, pour autant que je m'en souvienne, il n'existe rien en dehors de Hill House. Nous sommes sur une île déserte, dit Luc. Je ne me représente plus aucun ailleurs, continua Éléanore. Il faudrait peut-être creuser des encoches dans un bâton, dit Théodora, ou entasser des cailloux, un par jour, afin de savoir depuis combien de temps nous avons fait naufrage ici. Que c'est agréable de n'avoir aucune nouvelle de l'extérieur, déclara Luc en s'adjugeant une énorme portion de crème fouettée. Pas de courrier, pas de journaux, il pourrait se passer n'importe quoi. Malheureusement, le docteur se reprit aussitôt. Pardon, je voulais dire que nous allons bientôt recevoir des nouvelles du monde, justement. Mais cela n'a rien de malheureux. Madame Montagu, mon épouse, nous rejoint samedi prochain. Samedi ? Quand est-ce ? Demanda Luc. Ce sera un plaisir de faire la connaissance de Mrs. Montagu, bien sûr. Après-demain, je crois. Le docteur réfléchit. Oui, c'est ça. Nous saurons d'ailleurs que nous sommes samedi, ajouta-t-il avec une étincelle dans le regard, quand Mrs. Montagu arrivera. J'espère qu'elle ne s'imagine pas voir des objets volés pendant la nuit, dit Théodora. Hill House ne tient pas du tout ses promesses, me semble-t-il, à moins que Mrs. Montagu ne soit accueillie par une volée de phénomènes paranormaux. Madame Montagu, répliqua le docteur, est parfaitement prête à les recevoir. Je me demande pourquoi tout est si calme, dit Théodora à Éléanore, tandis qu'il se levait de table sous le regard acéré de Mrs. Dudley. Je trouve cette attente terriblement énervante, presque pire même que s'il se passait quelque chose. Ce n'est pas nous qui attendons, dit Éléanore, c'est la maison. Oui, elle attend son heure. Elle veut que nous nous sentions en sécurité pour pouvoir mieux attaquer. Je me demande combien de temps elle patientera. Éléanore frémit et posa le pied sur la première marche du grand escalier. J'ai presque envie d'écrire une lettre à ma sœur. Vous savez, dans le style, nous nous amusons comme des fous dans cette charmante vieille demeure. Il faut absolument que tu viennes ici l'été prochain, avec les enfants, poursuivit Théodora. Nous dormons toutes les nuits sous de bonnes couvertures. L'air est tellement vivifiant, surtout dans le couloir à l'étage. On passe son temps à se réjouir du simple fait d'être encore en vie. Il se passe quelque chose chaque minute. La civilisation semble tellement loin. Éléanore éclata de rire. Elle arrivait en haut de l'escalier, juste devant Théodora. Le couloir était un peu éclairé parce qu'ils avaient laissé la porte de la nurserie ouverte. Et le soleil, entrant par les fenêtres voisines de la tour, éclairait le mètre ruban et la craie du docteur toujours posée par terre. La lumière qui traversait les vitraux du palier déposait des fragments épars, bleus, orange et vert, sur les lombris sombres du couloir. « Je vais dormir cet après-midi, dit Éléanore. Je ne me suis jamais sentie aussi paresseuse de ma vie entière. Moi, dit Théodora, je vais m'allonger sur mon lit et rêver à des tramways.
Avant d'entrer dans sa chambre, Eleanor avait pris l'habitude de jeter un rapide coup d'œil circulaire à l'intérieur. Parce que la chambre était tellement bleue, se disait-elle, qu'il lui fallait quelques secondes pour s'accoutumer. Ensuite, elle allait directement ouvrir la fenêtre, car elle la trouvait toujours fermée. Elle n'avait pas encore atteint le milieu de la pièce lorsqu'elle entendit la porte de Théodora qui se refermait avec fracas, la voix étouffée de sa compagne. « Eleanor !» Ressortant précipitamment dans le couloir, elle courut vers Théodora, qui était debout devant la porte de sa chambre, et s'arrêta net à la vue du battant derrière elle. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » s'écria Théodora d'une voix presque hystérique. « À votre avis, espèce d'idiote !»« Cela non plus, je ne lui pardonnerai pas, » pensa Eleanor malgré sa stupéfaction. « On dirait de la peinture ?» Elle hésita. « Sauf que ça sent mauvais. »« C'est du sang !» déclara Théodora catégorique. Elle ouvrit la porte et chancela sur le seuil. « Du sang !» répéta-t-elle le regard fixe. « Partout, vous le voyez ?»« Bien sûr que je le vois, et il n'y en a pas partout, ne vous affolez pas. » En réalité, elle devait reconnaître que Théodora ne semblait pas tellement affolée. « Un de ces jours, se dit-elle, l'une de nous deux va se mettre à hurler. J'espère que ce ne sera pas moi, car j'essaie de rester sur mes gardes. Mais ce sera Théodora qui... » Froidement, elle demanda. « Est-ce qu'il y a encore une inscription sur le mur ?» Comme Théodora éclatait de rire, elle pensa. « Peut-être que ce sera moi après tout. Mais je ne peux pas me le permettre. Je dois tenir bon. » Elle ferma les yeux et s'entendit réciter intérieurement. « Arrête-toi, écoute. Voici venir ton fidèle amour. » Et sa voix peut chanter haut et grave. Plus avant-point ne marche, ô tendre ami. Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. « En effet, très cher, il y a une inscription, » répondit Théodora. « Je ne sais pas comment vous y êtes prise. » Tout sage fils de l'homme sait cela. Eleanor se raidit. « Ne dites pas de bêtises. Appelons Luc et le docteur. Ce n'était pas une petite surprise rien que pour moi? Notre secret à toutes les deux ?» Échappant à la main d'Eleanor qui cherchait à la retenir, elle courut à la grande armoire à glace, l'ouvrit d'un coup et fondit en larmes. « Mes vêtements !» Eleanor marcha résolument jusqu'à l'escalier et se pencha par-dessus la rampe. « Luc, docteur !» Bien qu'elle eût appelé d'une voix neutre, sans crier, elle entendit aussitôt le livre du docteur tomber par terre, puis une cavalcade. Le docteur et Luc se ruaient dans l'escalier. Elle se dit que le malaise qu'ils éprouvaient tous affleurait très vite à la surface. Chacun se tenait constamment à l'affût d'un appel au secours, émanant de l'un des trois autres. L'intelligence et la compréhension mutuelle ne suffisent pas à nous protéger, se dit-elle. « C'est Théo !» annonça-t-elle quand ils arrivèrent en haut des marches. « Elle est hystérique. Quelqu'un ou quelque chose a répandu de la peinture rouge dans sa chambre, et elle pleure parce que ses vêtements sont fichus. » C'est une explication tout à fait honnête, pensa-t-elle en leur emboîtant le pas. Aurais-je pu exposer la situation d'une autre manière? Elle s'aperçut qu'elle souriait. Théodora sanglotait à fendre l'âme et donnait des coups de pied dans la porte de l'armoire, ce qui eût paru risible si elle n'avait pas brandi en même temps son chemisier jaune froissé et souillé. Ses autres vêtements avaient été arrachés à leur cintre et gisaient pêle-mêle dans le bas de l'armoire, maculés de rouge. « Qu'est-ce que c'est » demanda Luc au docteur. « Je jurerais que c'est du sang » répondit celui-ci en hochant la tête. « Mais pour s'en procurer autant, il faudrait presque... » Et il se tut. En silence, ils contemplèrent les lettres rouges tracées d'une main tremblante sur le papier peint, au-dessus du lit de Théodora. « Au secours, Eleanor rentre à la maison. »« Cette fois, je suis prête, » pensa Eleanor. « Vous feriez mieux de l'emmener, » dit-elle en parlant de Théodora. « Venez dans ma chambre. » Théodora se tourna vers le docteur. « Mes vêtements sont fichus. Vous avez vu mes vêtements ?» L'odeur était atroce. L'inscription avait dégouliné le long du mur, sur le plancher, et les gouttes formaient ensuite un chemin menant à l'armoire. C'était sans doute ce qui avait attiré l'attention de Théodora en premier lieu.
Il y avait aussi une énorme tache sur le tapis vert. « C'est dégoûtant, dit Éléanore. Je vous en prie, emmenez Théodora dans ma chambre. » En conjuguant leurs efforts, Luc et le docteur réussirent à entraîner Théodora vers la salle de bain, à la chambre d'Éléanore. Cette dernière resta seule devant la peinture rouge. « C'est sûrement de la peinture, pensa-t-elle. Ce ne peut être que de la peinture. Quoi d'autre sinon ? Mais pourquoi ? Demanda-t-elle à haute voix, les yeux levés vers l'inscription. Sigie, celle dont le nom était écrit en lettres de sang. Songea-t-elle avec grandiloquence. Suis-je en train de perdre l'esprit ? Comment va-t-elle ? Demanda-t-elle en se tournant vers le docteur qui revenait de la chambre voisine. Elle ira mieux dans quelques minutes. Nous serons obligés de l'installer avec vous pendant un certain temps, je pense. Je l'imagine mal accepter de dormir ici. Je crains qu'elle ne soit plus capable d'ouvrir une porte toute seule avant un moment, ajouta-t-il avec un faible sourire. Je vais devoir lui prêter mes vêtements. En effet, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Intrigué, le docteur l'observa un moment. Ce message-ci vous trouble-t-il moins que le précédent ? C'est stupide, dit Éléanore en essayant de débrouiller ses propres émotions. Je suis là à regarder cette inscription et je me demande seulement pourquoi. Comme si on m'avait raconté une blague qui ne fait pas rire. Je devrais être beaucoup plus effrayée, mais si je ne le suis pas, c'est parce que cela me paraît trop horrible pour être vrai. Et puis je revois sans cesse Théo en train de se mettre du vernis à ongles rouges. Elle eut un petit rire. On pourrait bien croire qu'il s'agit de peinture, non ? Reprit-elle en réponse au regard interrogateur du docteur. Je ne peux plus m'arrêter de parler, pensa-t-elle. Pourquoi devrais-je, moi, fournir des explications ? Peut-être que je suis incapable de prendre cela au sérieux, dit-elle. Après avoir vu Théo hurler en découvrant ses vêtements et m'accuser d'avoir inscrit mon nom sur le mur, je commence peut-être à m'habituer à ce qu'elle me tienne responsable de tout ce qui arrive. Personne ne vous tient responsable de quoi que ce soit, déclara le docteur. Et Éléanore eut l'impression d'être réprimandée. J'espère que mes vêtements lui conviendront, dit-elle avec aigreur. Le docteur pivota sur lui-même pour considérer la chambre tout entière. D'un doigt précautionneux, il effleura l'inscription sur le mur. Puis, il repoussa du pied le chemisier jaune de Théodora. « Plus tard, dit-il d'un air absent. Demain, peut-être. » Il regarda Éléanore et lui sourit. « Je ferai un croquis exact. »« Je pourrais vous aider ?» proposa Éléanore. « Cela me dégoûte, mais je n'ai pas peur. » Nous allons fermer la chambre à clé pour l'instant. Mieux vaut éviter que Théodora n'y entre par mégarde. Plus tard, j'aurai le loisir d'examiner la scène à mon aise. De plus, ajouta-t-il avec malice, je ne voudrais pas que Mrs. Dudley vienne faire le ménage. Sans un mot, Éléanore le regarda fermer à clé la porte qui donnait sur le couloir. Puis ils passèrent dans la salle de bain, et le docteur verrouilla aussi le battant. « Je vais installer un second lit dans votre chambre, » dit-il. Gauchement, il ajouta. « Vous avez gardé la tête froide, Éléanore. Votre aide m'est précieuse. » Je vous le répète, cela me dégoûte, mais je n'ai pas peur. Enchantée de cette conversation, Éléanore se tourna vers Théodora, qui était allongée sur son lit. Elle s'aperçut avec écœurement que ses doigts tachés de rouge avaient sali l'oreiller. « Je vous prêterai mes vêtements, » dit-elle d'une voix dure en s'approchant, « jusqu'à ce que vous en achetiez d'autres. Ou que les vôtres aient été nettoyés. »« Nettoyés ?» Théodora roula sur le lit et plaqua ses mains sales contre ses yeux. « Nettoyés ?»« Pour l'amour du ciel, » dit Éléanore, « je vais vous laver. » Elle s'aperçut sans chercher à comprendre pourquoi qu'elle n'avait jamais éprouvé une telle répulsion pour quiconque. Après avoir mouillé une serviette dans la salle de bain, elle frotta le visage et les mains de Théodora. Ce contact lui fit horreur. « Vous vous en êtes mis partout. » Soudain, Théodora lui sourit. « Je ne pense pas vraiment que vous ayez écrit ça, » déclara-t-elle. En se retournant, Éléanore découvrit Luc qui les observait. « Quelle sotte je suis !» lui dit Théodora. Luc rit. « Vous serez surtout ravissante avec le chandail rouge de Nell. »« Elle est méchante, » pensa Éléanore. « Horrible, mauvaise, sale. » Elle emporta la serviette à la salle de bain et la fit tremper dans de l'eau froide.
Quand elle revint, Luc était en train d'expliquer. « Un autre lit ici. À partir de maintenant, les filles, vous allez partager votre chambre. »« Notre chambre et aussi nos vêtements, » dit Théodora. « Nous serons pratiquement des sœurs jumelles. »« Des cousines, » rectifia Éléanore. Mais personne ne l'entendit. Selon une tradition que tout le monde observait scrupuleusement, dit Luc en faisant tourner son brandy dans son verre. Le bourreau, avant l'écartèlement, traçait à la craie sur le ventre de sa victime les traits qu'il allait suivre avec son couteau, pour ne pas risquer un geste malhabile, vous comprenez ? « J'aimerais la frapper avec un bâton, » pensa Éléanore en regardant la tête de Théodora, qui était assise par terre, près de son fauteuil. La lapider avec de grosses pierres. C'était d'un raffinement exquis, absolument exquis, car bien entendu, le passage de la craie sur la peau devait être insupportable, surtout si le condamné était chatouilleux. « Je la hais, » pensa Éléanore. « Elle me dégoûte. Elle est toute lavée, toute propre, et elle porte mon chandail rouge. » En revanche, quand il s'agissait d'une exécution par pendaison, le bourreau... « Nell ?» Théodora leva les yeux vers elle en souriant. « Je suis réellement désolée, vous savez. »« J'aimerais la regarder mourir, » pensait Éléanore. Et, lui rendant son sourire, elle répondit. « Ne dites pas de bêtises. On enseigne chez les soufis que l'univers n'a jamais été créé et que, par conséquent, il ne peut être détruit. J'ai passé l'après-midi à bouquiner dans notre petite bibliothèque, » expliqua Luc. Le docteur soupira. « Je ne crois pas que nous jouerons aux échecs ce soir, » dit-il à Luc qui acquiesça. « La journée a été épuisante. Vous ferez bien de monter de bonne heure, mesdames. »« Pas avant de m'être suffisamment abreuvé de brandy, » déclara Théodora. « La peur, » répliqua le docteur, « est l'abandon de la logique, la renonciation volontaire au schéma de la pensée rationnelle. Soit nous la combattons, soit nous nous y soumettons, mais il n'y a pas de position médiane. »« Je réfléchissais tout à l'heure, » dit Éléanore, qui se sentait vaguement obligée de leur présenter des excuses. « Sur le coup, je me croyais tout à fait calme, mais je sais à présent que j'étais très effrayée. » Elle plissa le front songeuse, et ils attendirent qu'elle poursuive. « Lorsque j'ai vraiment peur, je demeure tout à fait capable de voir le côté raisonnable, beau, impassible du monde. Je vois les chaises, les tables, les fenêtres, qui restent identiques à elles-mêmes et ne sont pas le moins du monde affectées. Je vois des choses comme le tissage du tapis, par exemple, ne tressaillent même pas. Mais dans ces moments-là, je ne suis plus du tout en relation avec ces objets, parce que les objets ne connaissent pas la peur, je suppose. « Je crois que nous n'avons peur que de nous-mêmes, » dit le docteur avec lenteur. « Non, » dit Luc, « de nous voir en toute clarté, sans masque, de savoir ce que nous voulons réellement. » Théodora pressa sa joue contre la main d'Éléanore, qui, rebutée, la retira immédiatement. « J'ai toujours peur d'être seule, » avoua Éléanore. « Est-ce moi qui parle ainsi ?» se demandait-elle. « Suis-je en train de dire quelque chose que je regretterai amèrement demain ? D'ajouter à mon sentiment de culpabilité ? Ces lettres composaient mon nom, » reprit-elle. « Vous n'imaginez pas l'effet que cela fait, je le connais si bien. » Elle esquissa un geste qui était presque une supplication. « Essayez de comprendre. C'est mon nom. Il m'est cher, il m'appartient, et voilà que quelque chose se l'accapare, l'écrit, s'en sert pour s'adresser à moi. Et mon propre nom... » Elle s'interrompit et les considéra l'un après l'autre, même Théodora qui levait les yeux vers elle. « Je n'existe qu'en un seul exemplaire, et c'est tout ce que je possède. Je déteste me voir désintégrée, me dissoudre, me diviser, de sorte que je vis alors dans une des moitiés de moi-même, à savoir mon esprit, et que mon autre moitié m'apparaît impuissante, ballottée et délirante, et je ne peux pas l'empêcher. Mais je sais qu'il ne va rien m'arriver de mal, et pourtant le temps s'écoule si lentement, une seconde dure une éternité, et je serais capable de tout supporter si seulement je pouvais capituler. »« Capituler ?» coupa soudain le docteur. Éléanore se figea. « Capituler ?» répéta Luc. Elle eut l'air déroutée. « Je ne sais pas, je parle, je disais quelque chose. Qu'est-ce que je disais au juste ?
Luc se tourna vers le docteur, qui considérait Éléanore avec gravité. « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela. Je sais. » Éléanore sentit que tous les yeux étaient fixés sur elle. « Excusez-moi, je me suis ridiculisée? C'est sans doute parce que je suis fatiguée. »« Pas du tout, » répondit le docteur. « Buvez votre brandy. »« Mon brandy ?» Elle réalisa soudain qu'elle tenait un verre à la main. « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Théodora étouffa un petit rire. « Buvez! Vous en avez besoin, ma chère Nell. » Docile, Éléanore avala plusieurs petites gorgées. L'alcool lui brûlait la gorge. « À voir la façon dont vous me regardez tous, » reprit-elle, « je dois avoir dit quelque chose d'idiot. » Le docteur rit. « Cessez de vouloir occuper le centre de l'attention. »« L'orgueil, » déclara tranquillement Luc. « Toujours à la recherche des feux de la rampe, » renchérit Théodora. Ils souriaient tous les trois en regardant Éléanore avec tendresse. Éléanore et Théodora se redressèrent brusquement dans leur lit, installés côte à côte, et tendant le bras se prirent par la main. Un froid glacial avait pénétré la chambre, où régnait un noir total. De la chambre voisine, que Théodora avait occupée jusqu'à présent, provenait un murmure continu, une voix trop étouffée pour que l'on puisse comprendre les paroles, mais suffisamment claires pour être entendues. Elles écoutèrent ce marmonnement ininterrompu qui s'élevait parfois pour souligner un mot, ou bien retombait, réduit à un souffle, mais ne marquait aucune pause. Soudain, sans avertissement, il y eut un petit rire, puis enfla, s'intensifia jusqu'au ricanement, avant de se briser dans un hoquet douloureux, et la voix monotone reprit sa mélopée. La main de Théodora se détendit, puis serra à nouveau. Un instant bercée par le murmure, Éléanore sortit de son engourdissement, sursauta et se tourna vers le lit où Théodora devait se trouver dans l'obscurité. « Pourquoi fait-il noir ?» se demanda-t-elle, submergée par l'anxiété. Elle s'agrippa à la main de Théodora, voulut parler, n'y parvint pas, et resta pétrifiée, totalement aveugle, en s'efforçant de retrouver sa capacité à raisonner. « Nous avions laissé la lumière allumée, » se dit-elle. « Alors, pourquoi fait-il noir ?» Elle essaya de chuchoter. « Théodora !» Mais sa bouche ne lui obéissait pas. « Théodora, pourquoi fait-il si noir ?» aurait-elle voulu demander. La voix marmonnait sans trêve, hormis pour lancer un hideux ricanement de temps à autre. Peut-être distinguerait-elle quelques mots, pensa Éléanore. Si elle se tenait parfaitement tranquille et qu'elle écoutait, encore et encore, cet inlassable bavardage qui jamais ne se tairait. Désespérée, elle s'accrocha plus fort à la main de Théodora et sentit une pression lui répondre. Le petit rire glougloutant revint, s'amplifia jusqu'à couvrir le bruit de la voix, et puis ce fut le silence le plus complet. Éléanore reprit son souffle en se demandant si elle réussirait enfin à parler. Elle entendit alors un cri très doux qui lui brisa le cœur, un pleur d'une tristesse infinie, un gémissement lourd d'un immense chagrin. « C'est un enfant. Il y a un enfant qui pleure quelque part. » Au même moment, une voix poussa un hurlement strident, une voix qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle avait pourtant entendue dans tous ses cauchemars. « Allez-vous-en, partez, partez ! Ne me faites pas de mal. » Puis la voix sanglota. « Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. » Et à nouveau, des pleurs affreusement tristes. « Je ne peux pas supporter ça, » pensa Éléanore. « C'est monstrueux, c'est cruel. Ils font du mal à un enfant. Je ne tolérerai pas qui que ce soit fasse souffrir un enfant. » Le marmonnement inintelligible recommença. Encore, 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 et la voix s'élevait ou retombait. Mais jamais elle ne s'arrêtait. Non! Éléanore réalisa qu'elle était maintenant allongée sur le côté, dans le noir impénétrable. Elle se cramponnait tellement fort à la main de Théodora qu'elle sentait la fine ossature des doigts. Non, je refuse de supporter ça. Ils veulent me faire peur. Eh bien, c'est réussi, j'ai peur.
Mais malgré tout, je suis une personne. Je suis un être humain. Je suis une créature capable de marcher, de raisonner, de rire, et je suis prête à accepter beaucoup de choses dans cette infâme maison de fous. Mais cela, je ne le permettrai pas. Non, je ne veux pas que l'on fasse souffrir un enfant. Je vais ouvrir la bouche, immédiatement, et je vais hurler. Je vais hurler de toutes mes forces. « Assez !» cria-t-elle à tue-tête. Et la lampe était allumée comme elle l'avait laissée. Et Théodora se dressa en sursaut dans son lit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Théodora. « Nell, que se passe-t-il ?»« Mon Dieu, oh mon Dieu !» Éléanore bondit de son lit et alla se réfugier en tremblant dans un coin de la chambre. « Mon Dieu, à qui était cette main que je tenais ?»